Tout d'abord, je tiens à dire que j'adore la vulgarisation proposée par cette chaîne. D'ailleurs, elle a du succès, beaucoup de gens et même beaucoup d'experts remercient ce type d'initiative. Il ne s'agit pas du tout d'une critique destructive, hein. J'encourage les gens à continuer d'écouter ce monsieur qui fait du très bon boulot. J'espère juste qu'il n'est pas bénévole parce que c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail. Alors, apparemment, au début de ses vidéos, il met des sponsors, donc, mais c'est dommage que les institutions officielles ne trouvent pas de financement. Enfin, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus avec les banques centrales. Là, par contre, ce que je voudrais illustrer sur ce sont les choses qui, pour des raisons de capter l'attention, sont généralement présentées comme des oppositions entre anciens savants et génies et inventeurs et découvreurs et tout ce qu'on veut. Typiquement, dans la même catégorie, j'avais déjà fait une vidéo sur l'opposition prétendue par la vulgarisation, l'opposition qui n'existait pourtant pas dans les faits entre Bohr et Einstein. Quand en science il n'y a pas d'opposition entre des personnages, quand ils sont d'accord avec le raisonnement, mais qu'ils vont discuter des axiomes. La fausse opposition entre Bohr et Einstein, c'était une façon différente de présenter un raisonnement qu'ils partageaient tous les deux, qu'ils avaient parfaitement compris. Et ce raisonnement est parti d'axiomes divers et variés, et un truc très artificiel, hein, l'opposition était quel est le statut des axiomes qui nous permettent de faire ce raisonnement, enfin qui sont, je rappelle, hein, les axiomes d'un raisonnement, c'est tout ce qui n'est pas justifié dans le raisonnement, c'est-à-dire tacite et explicite. Donc déjà la première affirmation d'un raisonnement est automatiquement un axiome. Bon bref, passons, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est pas une opposition ça, parce que l'opposition, il n'y en a pas un qui dit ouais t'as fait une erreur de raisonnement à tel endroit. Hein. Voilà. Et là c'est pareil sur les trous noirs, vous avez la relativité restreinte puis la relativité générale, qui sont des constructions mathématiques extrêmement difficiles, pas la relativité restreinte spécialement, mais enfin qui... Elle m'énerve cette application. Je me suis coupé moi-même en enlevant une goutte d'eau parce qu'il pleut. Elle supporte pas. Premièrement, elle refuse de travailler en parallélisme. Il faut tout arrêter pour la laisser travailler. C'est une application gratuite. Et puis, bref, j'ai pas continué de gueuler. Donc vous avez, je disais que les deux relativités, donc la relativité générale qui est une... Comment je vais raconter ça pour des gens qui n'y connaissent rien, qui est une... Enfin bref, la relativité restreinte, c'est définit plus ou moins ce qui est vrai infiniment... enfin, autour d'un point infiniment petit dans une supposée variété d'espace-temps. Et c'est ce qu'on appelle l'espace tangent. Bon bref, je vais pas... et la relativité générale, c'est une tentative, bizarre d'ailleurs, parce qu'en dimension 1, c'est vide. C'est une tentative de mettre dans le langage des variétés... alors les variétés c'est un outil mathématique, hein, c'est un objet mathématique, quelque chose qui nous donnerait l'apparence de la relativité restreinte localement, et en intégrant la gravitation à ça. Mais d'une manière générale, si on oublie la gravitation, en reconnaissant qu'il n'y a pas que des lignes droites dans la vie, et que vous pouvez vous retrouver dans un espace-temps tout gondolé, où le temps et l'espace sont tout élastiques. Et Einstein, ce qu'il a en plus fait, c'est qu'il a mis un signe égal entre ces torsions, ces tourbillons non droits, et une présence de matière-énergie. Okay. Matière et énergie, c'est la même chose. Hein, peu importe. Dans ce contexte, c'est la même chose. Et évidemment, vous avez des modèles qui sont aujourd'hui d'ailleurs repris pour modéliser l'univers. En les confrontant aux observations, mais les maths sont tellement puissantes qu'aujourd'hui Popper se retourne dans sa tombe. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un décalage entre l'expérience et le modèle, vous avez une valeur inconnue d'un paramètre qui se règle. Au lieu de dire c'est faux, on dit ah regardez, on avait mis X à un endroit sans connaître sa valeur, on peut fixer sa valeur avec l'observation. C'est traître, hein, c'est une vraie pente glissante pour la science, mais peu importe, tout le monde le sait, tout le monde en est conscient, enfin en tout cas dans le milieu professionnel. Et Lise Moline a écrit un livre en expliquant que pendant 30 ans, des mathématiciens ont squatté les labos de physique.
pour n'aboutir qu'à des travaux mathématiques tout à fait honorables, mais ils ont piqué les crédits. Enfin bref, la relativité générale prévoit, c'est aussi vrai hein, en relativité restreinte, mais ça se voit pas, enfin c'est pas populaire disons, prévoit que vous pouvez tout à fait vous retrouver avec des horizons qui se déplacent plus vite que la lumière. Donc alors ce que je vais appeler un horizon, imaginez vous êtes dans une zone séparée par une ligne droite, ou par un hyperplan, peu importe, d'une autre zone. Mais ça bouge. Et imaginez que la frontière se déplace plus vite que la lumière. Vous ne pourrez pas échapper. Alors imagine, vous êtes dans un endroit vert et puis la zone rouge arrive plus vite que la lumière. Donc si vous voulez une représentation un peu plus précise, vous êtes sur l'axe des abscisses. Je vais faire en dimension 1. C'est avec les points à droite sont verts, les points à gauche sont rouges. Puis vous avez un point hein, qui est la frontière. Les points à gauche d'un point A qui va à une certaine vitesse sont rouges, les points à droite d'un point A sont de la droite des abscisses sont verts, et ça bouge, hein, il y a une dimension temporelle, et donc la zone rouge, imaginez, elle progresse, hein, le point A se déplace plus vite que la lumière, c'est pas un point matériel, hein, c'est une notion abstraite, c'est une vue de l'esprit. Et forcément, vous allez tous être dépassés en tant qu'objet matériel ne se déplaçant pas plus vite que la vitesse de la causalité de la lumière, vous allez être absorbé par la zone rouge. Et ça va vous donner une impression d'être absorbé par un trou noir, mais en dimension 1, hein, donc voilà, c'est juste cet horizon, et c'est pour ça que vous lirez beaucoup dans la vulgarisation que ce point-là qui traverse votre corps, alors on va dire que vous êtes couché avec la tête vers les plus X et les pieds vers les moins X, puis la zone rouge arrive, elle va d'abord traverser vos pieds, et puis ensuite votre tête. Elle va plus vite que la lumière, donc dans un autre repère, elle vient de plus X en fait, la zone rouge, et elle va vers moins X. C'est la magie de la relativité restreinte, et donc ça n'a pas de sens de dire que vos pieds traversent l'eau. Alors si ça a un sens, parce que le point il va exactement à la vitesse de la lumière, donc il va dans le même sens dans tous les repères, mais on va dire qu'on est vraiment à la limite que ça n'ait pas de sens, parce qu'un tout petit peu plus rapide et vous auriez des repères où il circule, bon je suis en train de faire une bouillie, hein, il ne circulerait pas dans le même sens, enfin bref, vous avez en fait des situations dans ces modèles mathématiques qui donnent des trous noirs, qui donnent tout un tas de choses, dont des trous noirs, voilà. Un trou noir, c'est simplement que si vous prenez un point supposément à l'intérieur du trou noir, il n'en sortira jamais mais pas seulement lui, aucune causalité ne sortira du trou noir. Pourquoi? Parce que si on représente bien les choses, et pas comme dans la vulgarisation, un trou noir, c'est un peu, je vais simplifier, c'est un peu comme une boule qui grossit avec une vitesse de la sphère grossissante dans le repère global, qui grossit, qui va à la vitesse de la lumière. Okay. Faut pas le voir comme quelque chose d'arrêté et là, posé là. Pour des raisons de torsion de l'espace-temps, évidemment c'est comme ça qu'on le représente. Mais en réalité c'est une boule qui grossit à la vitesse de la lumière vue dans une autre représentation mathématique, parfaitement équivalente. Mais ça évidemment les vulgarisateurs ils peuvent pas vous le dire parce qu'ils feront 3 vues sur leurs vidéos. Et donc imaginez vous êtes dans cette bulle, vous en sortirez pas parce que pour en sortir il faudrait rattraper la sphère, la porte de sortie, quelle qu'elle soit, en allant plus vite que la lumière si vous êtes à l'intérieur. De même les gens qui sont à l'extérieur ils vont tous finir par rentrer dans la boule, si on accepte les torsions, parce que cette boule va finir par manger tout le monde, hein, en simplifiant. Voilà, donc un trou noir, aucune causalité et aucune information ne peut en sortir. Mais si on ajoute des hypothèses de continuité, ce qui est d'ailleurs très regrettable, ce que fait la science et ce que font les modèles mathématiques, la description mathématique d'un trou noir dans le modèle spatio-temporel, c'est pas un objet discontinu. C'est continu, donc c'est pas, il n'y a rien à l'extérieur et d'un coup il y a tout à l'intérieur et puis c'est la frontière qui est le truc infranchissable dans un sens qui change tout. Donc je vais d'abord m'arrêter sur ce qui est conceptuellement dans l'imaginaire un trou noir discontinu, primordial et discontinu au sens de la logique vulgarisante. Donc c'est une sphère noire telle que rien de ce qui se passe à l'intérieur. Donc maintenant je vais la supposer de taille fixe, hein. Rien de ce qui se passe à l'intérieur n'a d'effet sur ce qui se passe à l'extérieur. Et dès lors, elle ne peut pas avoir de masse, ni d'énergie, ni rien, vu de l'extérieur. Parce que si cette sphère attirait ces objets qui sont à l'extérieur, l'attirance, la gravité ou ce que vous voulez, n'importe quelle force que vous pouvez inventer, en général on parle de gravité, mais n'importe quelle force que vous pouvez inventer, ne pourrait pas en sortir pour aller attirer des choses à l'extérieur. Donc même la gravité ne pourrait pas sortir, à supposer que cette boule soit massive, la gravité, donc c'est une boule noire qui ferait rien à personne. À part que, attention, faut pas être sur son chemin.
Enfin, c'est-à-dire que si elle traverse la Terre, elle laisse un gros trou cylindrique tranquille. Vous voyez, il ne se passe rien pour elle, mais elle va laisser un gros trou cylindrique de l'endroit où elle rentre à l'endroit où elle sort, à un autre endroit. Et puis elle continue sa route tranquille et les trucs sont rentrés dedans. Voilà. Donc vous voyez déjà ça. Ce raisonnement qui est évidemment pas sérieux, enfin il est sérieux, mais je veux dire il n'est pas pris en compte chez les mathématiciens qui travaillent sur la physique et chez les physiciens théoriciens, parce que j'ai fait une hypothèse, je n'ai pas fait d'hypothèse de continuité, et j'ai parlé d'un trou noir idéal et magique de bande dessinée, primordial, qui a toujours été là et qui ne s'est jamais formé. Okay. Et du coup, rien de ce qui a toujours été dans son intérieur n'a eu d'influence sur l'extérieur, et donc c'est simplement une zone noire qui se déplace sans rien plier du tout. Alors les modèles mathématiques, ils ne décrivent pas du tout les trous noirs de manière discontinue comme ça, et alors c'est là aussi où il faut faire attention à quelque chose. Si décide que tout est continu, c'est pas en raison d'une conviction prouvée ou argumentée sérieusement. C'est parce qu'ils ne savent pas faire de maths discontinues sur ce sujet. Et donc, faute de mieux, ils font des maths continues sur ce sujet. Donc, vous voyez un peu où on en est en science. C'est-à-dire on n'a pas l'outil, donc on ne va pas envisager tel modèle, puisqu'il nous faudrait des centaines d'années pour construire l'outil mathématique adapté. Et c'est pour ça que, par exemple, vous n'entendez pas parler du paradoxe de Banach-Starsky en physique, ou très peu, parce qu'ils ne sauraient pas tout simplement s'en servir, parce que c'est totalement discontinu, c'est vraiment du... Bon. Par contre, le retournement de la sphère, c'est continu, donc c'est bon, vous pouvez, si vous aimez les spectacles de retournement de la sphère, vous pourriez en théorie les trouver en physique. Je n'ai pas vérifié s'il y a des gens qui... Voilà. Maintenant, le trou noir continu des modèles physiques, des modèles mathématiques appliqués à la physique professionnelle, gens payés pour travailler, ou pour enseigner, ou pour travailler, font du trou noir quelque chose qui n'a pas toujours existé, et qui se forme à cause d'un effondrement de matière, de matière et d'énergie à un même endroit, et puis l'espace-temps se referme donnant cet horizon. Bon, ça c'est la description vulgarisée pour dire que les trous noirs existent, bien évidemment, dans le modèle mathématique. Sauf que vu de l'extérieur, si à un instant vous êtes loin d'un trou noir, vous êtes loin de ce que vous appelez un trou noir, et que vous vous placez dans un repère voilà, correct, qui correspond à ce que vous voyez, le trou noir n'existera jamais dans votre monde, et ça la vulgarisation ne le dit pas. À la rigueur, très timidement, elle va dire il existe des représentations dans lesquelles le trou noir n'existera jamais. En réalité, c'est les représentations naturelles de formation de ce trou noir, qu'on le fasse en idéalisation, c'est-à-dire en relativité restreinte non diagonalisée, c'est-à-dire où un repère décrète que la simultanée a un sens, même si cette notion de simultané diffère d'un repère à l'autre. Ça, c'est la version non diagonalisée de la relativité restreinte. La version diagonalisée, c'est what you get is what you see, c'est-à-dire vous êtes obligé, je vais faire en dimension 1, la coordonnée d'espace x, vous la remplacez par x plus t, et la coordonnée de temps, vous la remplacez par t moins x. C'est-à-dire, en gros, ça vous dit que la réalité d'une personne, c'est ce que la causalité, c'est l'ensemble de tout ce que la causalité lui apporte. Ok. Et donc, même dans les deux cadres, dans les deux cadres de vue, l'honnêteté de dire que les gens qui sont loin du trou noir ne le verront jamais exister. C'est-à-dire que ce qui se passe ne deviendra jamais un trou noir. Si on met de côté la mécanique quantique, le temps de Planck, etc., où les infinis deviennent finis, etc. Okay, et donc, il est absolument, totalement normal que... Reprenez l'exemple discontinu que j'ai évoqué, l'exemple idéalisé de bande dessinée. Rien de ce qu'il y a à l'intérieur d'un trou noir va avoir d'influence sur vous. Donc qu'est-ce qu'il y a de l'influence sur vous si vous constatez que quelque chose a de l'influence sur vous venant du trou noir? Eh bien ce qu'il y a à l'extérieur, c'est con, c'est tout con, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Et alors, par chance, quand vous passez du discontinu au continu, par chance, le temps ralentit et finit même par s'arrêter avant, vu de l'extérieur, le temps s'arrête avant de franchir l'horizon. Ce qui fait que si quelque chose tombe dans un trou noir vu dans le modèle sérieux des mathématiques qui prennent tout en compte, blablabla, ce sera vu par vous à l'extérieur du trou noir comme se rapprochant de plus en plus, mais ralentissant de plus en plus et ne franchissant jamais l'horizon. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est qu'une impression, c'est ce qu'on voit, c'est pas ce qui est... Eh bien, en fait, ce que vous voyez, si on suppose que la vitesse de la causalité, c'est la vitesse de la lumière, ce qui est plus ou moins une hypothèse à peu près retenue aujourd'hui,
à 10 puissance moins 50 près, hein, à partir du moment où c'est pas juste un signal, mais la vitesse de la causalité, c'est profond. C'est très profond de dire je vois ce qui m'arrive. Ce qui m'arrive fondamentalement de manière directe ou indirecte. Et ça m'arrive à la vitesse de la causalité, pas plus vite, puisque si vous allez plus vite que la vitesse de la causalité, vous remontez dans le temps. Et donc, ce que vous voyez réel est beaucoup plus réel. Alors, je vais être un peu méchant avec les chauves-souris, mais c'est plus réel que le modèle du monde que peuvent se faire les chauves-souris avec la vitesse du son. Parce que pour une chauve-souris, on n'a jamais essayé, on n'a jamais parlé avec des chauves-souris, on n'a pas encore trouvé de laboratoire de physique monté par des chauves-souris, mais pour une chauve-souris, c'est la vitesse du son qui lui apporte des informations. Et du coup, c'est 300 mètres par seconde. Pour autant, et on peut se tromper là-dessus, hein, attention, je suis en train de faire un procès d'intention aux chauves-souris. Pour autant, on aurait tendance, si on faisait un sondage auprès des physiciens professionnels, à dire que les chauves-souris elles-mêmes, si elles étaient aussi compétentes en physique que les êtres humains, c'est la vitesse de la causalité que nous-mêmes on ressent, c'est-à-dire celle de la lumière, hein, en gros, qu'elles retiendraient comme vitesse de la causalité, même si elles seraient conscientes par ailleurs qu'elles ne reçoivent leurs informations que via le son. Ok. Pour des raisons, je renvoie à la genèse de la relativité restreinte, c'est que vous pouvez mesurer la vitesse de la causalité sans mesurer la vitesse de la lumière. Alors, vous pouvez regarder, vous allez d'un point A à un point B, vous prenez une horloge parfaite en A, vous la doublez le voyageur, V, et puis le voyageur avec cette horloge parfaite, il va en B, ça lui prend un certain temps, arrivé en B, il fait demi-tour, il revient en A, et une fois qu'il est en A, il peut comparer, le décalage entre les deux horloges lui donnera... il y a une formule mathématique simple qui est d'ailleurs à la portée des étudiants en relativité restreinte au début, c'est un exercice qu'on peut tout à fait donner, lui donnera la vitesse de la causalité par une preuve irréfutable de maths qui ne décrète pas par axiome qu'elle est infinie, c'est-à-dire qui ne décrète pas par axiome que le temps est absolu. Et donc ce sera vraiment du solide. Hein. J'avais déjà fait une vidéo sur le fait qu'Einstein n'a pas remplacé un axiome par un autre, il a pris un axiome, il l'a jeté à la poubelle en disant on ne va pas y croire puisque l'expérience nous permet de déterminer. Alors, c'est un axiome qui disait qu'un certain paramètre P est infini. Alors, je vais prendre son inverse, qu'un certain paramètre P est nul. Ok, c'est la vitesse de c'est la lenteur limite, quoi, la lenteur de la causalité. Et Einstein, il a dit non, attendez, on vit dans un monde où on peut mesurer P. Donc, c'est pas la peine de décréter que P égale 0. Il a fait des raisonnements mathématiques assez simples, hein, il n'y en a pas pour 500 pages, et il a dit on peut mesurer P de plein de façons différentes, et heureusement ça a été fait. Et c'est la raison pour laquelle moi, Einstein, j'existe et je suis en train de cogiter, ça vient d'être fait, Michelson et Morley, mais avant il y avait eu Fizeau, enfin Fizeau c'est pas vraiment ça, mais voilà, et puis, oh putain, c'est pas P égale 0, c'est P égale l'inverse de 300 000 km par seconde, ok. Et voilà, les chauves-souris pourraient faire ça aussi. Elle pourrait dire voilà, on va mesurer la vitesse de la causalité, elle tomberait théoriquement pas sur la vitesse du son. Mais là, je suis pas sûr. Hein. Là, je fais un procès d'intention aux chauves-souris. Si ça se trouve, la vraie réalité, quand on connaît les chocs qui a été le paradigme quantique, c'est que les chauves-souris vivraient dans une relativité où la vitesse de la causalité, c'est la vitesse du son, et où le monde serait encore plus intersubjectif que ne le décrit Bernard d'Espagna dans son célèbre livre, à la suite de ses cogitations dans une douleur bienheureuse, hein, on va dire, sans le traité de masochisme, sur les chocs qu'induisent le paradigme quantique, qui lui remet en cause bien plus en amont la façon de réfléchir que la relativité. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, là, à partir du moment où vous avez cette vitesse de la causalité qui est un fondamental, hein, c'est-à-dire que normalement, si on faisait bien les choses, mais on n'a pas de fric pour le faire, alors les manuels continuent d'être pourris, normalement, si on faisait bien les choses, personne ne viendrait vous dire que la vitesse de la lumière vaut 300 000 km/s et que la vitesse de la cause. Non, vous avez normalement une théorie mathématique qui est équivalente à la relativité, qui vous dit que la vitesse de la causalité est par définition infinie, puisqu'elle vérifie x plus 1 égale x. Hein. Donc c'est le fameux argument, si vous prenez la borne sup de toutes les vitesses causales possibles par divers moyens, cette borne sup, c'est-à-dire quelle est la façon la plus rapide potentiellement à laquelle on puisse transmettre une information, elle est indépendante du repère. Okay. Enfin, on admet qu'elle est indépendante du repère, ce qui paraît raisonnable. Cette borne sup, elle vérifie une équation x plus 1 égale x, c'est-à-dire x égale infini. Et comme on ne fait pas un vrai plus, mais le nouveau plus de la relativité, c'est non pas a plus b, mais a plus b divisé par 1 plus ab,
ok. Là, avec ce plus-là, vous avez 300 000 km par seconde, enfin c'est le 1, c'est le 1, hein, j'ai pris les unités de Planck, vous avez une vitesse finie. Mais tout ça, c'est faute de mieux parce qu'on n'a pas de fric et on ne peut pas prendre son temps pour développer une théorie mathématique où les étudiants leur apprennent que la vitesse de la causalité est infinie, mais que l'espace et le temps ne sont pas du tout ce qu'on pense. Voilà. Par définition, la vitesse de la causalité, c'est la vitesse à partir de laquelle, si on arrive à aller plus vite, on monte dans le temps. C'est exactement ce qui se passe en relativité restreinte et en relativité d'une manière générale, c'est que si vous allez plus vite que la vitesse de la causalité, si vous arrivez à transmettre des messages plus rapidement que 300 000 km par seconde, vous remontez dans le temps tranquillement, vous envoyez des messages dans le passé, etc. On appelle ça les tachyons d'ailleurs, les objets imaginaires qui vont plus vite que la causalité. Voilà, donc c'est très important, une fois qu'on a compris que la causalité c'est un fondamental, c'est un fondement profond, enfin, je veux dire, la vitesse de la causalité, il n'est pas correct de dire cet événement, même si c'est l'habitude, compris les physiciens, ils ont eu tort, il n'est pas correct de dire qu'un événement dont vous prenez connaissance, par exemple, je sais pas moi, 8 minutes après, comme le soleil, admettons, le soleil disparaît, les gens disent, eh bien, pendant 8 minutes, il ne va rien nous arriver, et parce que les conséquences de la disparition du soleil vont nous arriver 8 minutes après. Bon, bah ça, c'est très incorrect de le dire. En fait, non. C'est ce qu'on reçoit qui est en réalité instantané, et c'est juste que les choses ont été mal foutues par manque de fric. Donc, si le soleil disparaît, on va le savoir instantanément, et c'est le modèle qui dit qu'en fait, et c'est là que c'est un peu compliqué, c'est le modèle mathématique qu'il faudrait lire autrement en disant que cette instantanéité circule à la vitesse de la causalité, et blablabla, voilà. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que le repère utilisé assez naturel, dans lequel les gens voient le trou noir ne jamais se former, c'est un repère objectif, et que fondamentalement ils ont raison de dire que le trou noir ne se forme jamais et que l'information va rester figée à la surface de l'horizon d'un trou noir qui n'existe pas. En plus, c'est un peu compliqué à comprendre, mais peu importe. Et donc, ce que décrit Christophe Pauly dans sa vidéo YouTube est probablement faux en ce qui concerne les physiciens qui l'évoquent. C'est-à-dire, il dit, c'était pas d'accord, Stephen Hawking disait un truc, Bidule, je me rappelle pas des noms, un nom Betterstein ou un nom comme ça, disait un autre truc. Moi, je pense qu'ils étaient d'accord. Voilà, je les jure. Ouais. Putain, j'ai blablaté pendant 20 minutes pour dire ça, mais c'est juste pour dire que on savait déjà, par toutes les petites remarques que je viens de faire, qu'il existe une lecture du monde qui fait que, et cette lecture, elle est plus objective qu'elle n'est présentée par la vulgarisation, dans laquelle il est vrai de dire que rien ne franchit jamais l'horizon du trou noir. Okay, tout s'immobilise à sa surface, y compris le temps lui-même. Donc le temps ne coule plus. Et c'est dans un autre monde qu'une personne se voit franchir l'horizon sans que ça lui fasse rien du tout, si on accepte les effets de marée, si le trou noir est assez gros. Ok, c'est dans un autre monde. Il faut arrêter de penser que ça se passe dans le même monde. Ça fait énormément de mal à la physique, énormément de mal à la vulgarisation. C'est une attitude religieuse de considérer que nous vivons dans un seul monde. Je rappelle, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 2 articles assez simples qui ont été écrits récemment, l'un par je sais pas comment on dit, Froschiger ou Frasheiger-Renner, amélioré par GHZ plus les témoins de Wigner. Il date de moins de 10 ans. Ces 2 articles, même un, il date de 2024 ou de 2025. J'aurais pas pu dire ça il y a 3 ans. Et oui, ils disent que la mécanique quantique, mais ça on le savait depuis longtemps, oblige à penser comme ça. Et pourtant on continue de penser comme ça. On continue de dire que ce sont 2 repères différents qui racontent la même histoire dans le même monde. Et ça c'est faux, c'est faux. Les mondes dans lesquels le trou noir ne se forme jamais et dans lesquels l'information ne franchit jamais l'horizon, elle vient s'immobiliser au ralenti, un ralenti qui tend vers l'infini, hein, ça tend vers la lenteur absolue, l'infini, est une réalité réelle. Et ok, c'est pas quantique, ok, on n'a pas encore construit les outils mathématiques pour en parler, mais c'est une réalité réelle. Et donc, je sais plus lequel des 2 physiciens contestait ça. C'est pas vrai, parce que lui il le sait au fond de lui, il est suffisamment fort, suffisamment expert. C'est simplement qu'il avait un petit caprice, il voulait faire autrement. Je crois que c'est Hawkins qui contestait que les choses restent figées sur l'horizon, et puis finalement c'est en travaillant qu'il se serait aperçu. Raconter l'histoire comme ça, c'est quand même un peu, d'abord c'est faire passer le physicien Hawkins pour un bisounours. Bon, ça c'est pas grave, franchement il s'en bat les couilles, mais
c'est faire croire que tout ce que je viens de raconter était ignoré. Non, non. Parce que après, derrière, vous avez des petits jeunes, admettons, il y a plein de petits jeunes, il y en a des milliers, des dizaines de milliers à la surface de la planète, qui savent trouver tout seuls ce que je viens de raconter. Parce que ce que je viens de raconter, c'est pas dur à comprendre. Et, sur les trous noirs. Hein. Alors, je parle pas des réalités et tout, mais je parle du fait que tout s'immobilise avant de franchir l'horizon. Et donc, ces petits jeunes, ils vont croire que Hawkins lui-même n'était pas au courant, et donc qu'ils vont... Et ça crée des faux espoirs. C'est comme des petits jeunes qui ont finalement dit « Ah, le pauvre Einstein, il n'avait pas compris que... » parce que finalement, ils prennent parti pour bord. Donc, je pense que dans cette vulgarisation, il faut faire attention. Bien évidemment, quand Hawkins, c'est le physicien qui supposément se disputait, était d'accord sur la description mathématique et avait d'autres types de volontés. Par exemple, Hawkins, il se plaçait dans un autre modèle, donc dans un autre monde, là, j'insiste bien, où il se plaçait du point de vue des gens qui franchissent l'horizon du trou noir sans s'en rendre compte et puis qui tapent la dispute, un dîner, qui mangent des merguez à l'intérieur du trou noir avant de finir mystérieusement, sa personne est capable de dire ce qui se passe, dans la singularité centrale, à supposer d'ailleurs qu'elle existe, parce que c'est pas, enfin, à supposer que ça ait un sens... mais passons. Mais c'est pas un désaccord, d'accord. Ils n'étaient pas en désaccord. C'est parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est largement maîtrisé. Je sais pas, mais mesurer les dates, par exemple le modèle de Gödel, des courbes de genre temps fermé, etc. Tout ça, c'était les gens, ils sont pas payés pour rien. Ils sont pas payés pour oublier tout ce que leur disent les mathématiques de ces modèles, qui sont déjà assez compliqués comme ça, c'est pas la peine. Voilà, donc oui, tout s'immobilise à la surface d'un trou noir, c'est une façon de présenter les trous noirs tout à fait correcte. Point barre. Ça a ses limites, mais c'est une façon de dire le réel parfaitement correct. Et c'est même pas l'information, c'est tout est à l'extérieur du trou noir. Si vous n'êtes pas face à un trou noir primordial, il sera dans l'éternel futur, votre trou noir, il n'existera jamais. Il sera en perpétuelle formation. Vous savez, c'est comme ces employés à Burger King et à marquer en formation, vous revenez 2 mois plus tard en formation, vous revenez 3 mois plus tard, la période d'essai est terminée, ils sont plus là parce que c'est comme ça que les grosses boîtes, elles prennent à l'essai, puis elles virent et puis elles reprennent à l'essai. Ça leur évite de signer des CDI. Eh bien, dans ce monde, le trou noir est en perpétuelle formation et n'est jamais formé. Et c'est tout à fait correct de présenter les choses comme ça. Et ça l'empêche pas d'exister, mais dans un futur qui se trouve au-delà de l'éternité future.